Et voilà les explications d'une personne qui souffre de drépanocytose. Ainsi, on plante le décor de nos échanges de ce matin sur cette maladie. On rappelle que c'est une maladie génétique qui affecte donc le sang. On va en parler en plateau avec les débatteurs du jour. La drépanocytose est monde parfait à Niamboussou. Vous en savez quelque chose, puisqu'on dit que c'est une maladie méconnue de bon nombre de nos populations. C'est vrai que c'est une maladie qui, tant que vous n'avez pas vécu auprès de quelqu'un qui en souffre, que vous n'avez pas un parent qui en souffre, vous n'en connaissez que quelques éléments. C'est vrai que rester auprès de quelqu'un qui en souffre comme ça, je n'ai pas eu cette opportunité-là. Mais toujours est-il que ce que j'ai pu avoir comme élément, c'est les écrits d'un professeur en la matière, le professeur Méligan Fagla, je crois, qui nous permettait de savoir ce que c'est que la drépanocytose. J'ai également dit que pendant certains cours de biologie, on me disait que oui, pour éviter certaines maladies, il faut éviter que certaines personnes puissent se mettre ensemble parce que ça crée des maladies à leur progéniture. C'est seulement ces éléments-là que je connais de la maladie. Oui, Wahabalipara. Non, c'est un mal, comme vous l'avez dit, très peu connu. Et il faut soit l'avoir vécu ou vivre avec ceux qui souffrent de cette maladie pour mieux en parler. Contrairement à Herman, moi j'ai cela chez moi. J'ai ma grande sœur qui a ses enfants qui malheureusement, je le dis comme ça, a perdu ses deux enfants. Voilà, une sœur qui, chemin faisant, est arrivée à ne plus poursuivre ses activités parce qu'il fallait se consacrer totalement, n'est-ce pas, aux enfants. Mais neveu ne pouvait pas venir en vacances chez nous. C'était un véritable problème. Pourquoi? Parce que le style d'accompagnement, d'entretien des enfants, on ne les maîtrisait pas. Il fallait leur maman à qui on avait donné les conseils sur quelle qualité d'eau il fallait boire, parce qu'on leur conseillait de boire de l'eau salée, régulièrement. Et donc, il faut savoir quelle est la durée pour leur donner d'eau, même si l'enfant n'avait pas soif pour autant. Ce qui fait que pendant que les enfants des autres frères et sœurs passaient de tonton à tanti et autres pour pouvoir, je dirais, changer de cadre, ses neveux particulièrement ne pouvaient pas faire ça parce que l'attention, on hésitait un peu. Bref, c'est une maladie qui, effectivement, pendant longtemps, son traitement a été, je dirais, ignoré parce qu'il n'y a pas, et on a un médecin spécialiste qui nous en dira un peu plus, on a noté que ce n'est pas une maladie où on a un traitement standard qui fonctionne. C'est un peu comme si vous avez cette maladie, vous allez que les tests vous déclarent souffrant de telle maladie, c'est la mort qui vous attend, c'est la date qui n'est pas connue. C'est donc choquant lorsque quand on dit que c'est le paludisme, quand on dit que c'est la tuberculose, on a même encore espoir que quand on vous amène à Kpakpa au niveau de Lazare là-bas, n'est-ce pas, ça peut... Mais quand c'est la drépanocytose, franchement, c'est un véritable souci. Donc, alors, ça choque. Et, c'est une pathologie et on en parle. D'ailleurs, nous aurons les explications du médecin en plateau ce matin. Et bien souvent, c'est à la naissance qu'on constate que des enfants souffrent de cette pathologie. Est-ce la faute aux parents? Zakiat Latoudji. Comme on l'explique, on l'a dit, c'est une maladie qui est héréditaire. Et donc, si un enfant en souffre, c'est que c'est parti des parents. Est-ce qu'il faut dire que c'est une faute des parents? Je ne sais pas, mais c'est pas ignorance des parents. Et quand vous regardez un peu, sinon vous référez au témoignage qu'on a suivi, la fille, par exemple, c'est aujourd'hui une jeune femme, mais elle est née. Apparemment, personne n'a su parce que certainement, il n'y a pas eu des tests de laboratoire, il n'y a pas eu, les analyses poussées dans ce sens-là pour savoir. Et donc, elle a grandi normalement. Et selon ses explications, très jeune, elle n'avait absolument rien. Et il y avait, à un moment donné, avec le temps, en grandissant, elle ressentait un mal. Et elle a parlé de douleur. Je crois que c'est un élément caractéristique de la maladie. Parce que quand vous interrogez toutes les personnes qui souffrent de drépanocytose, il y a l'élément douleur. Maintenant, la douleur se manifeste d'une personne à une autre. Il y en a, elle, par exemple, vous dit que ça fait tellement mal, vous avez l'impression qu'il y a un rouleau compresseur pour revenir sur ses propos, et vous vous dites que c'est la fin, c'est vraiment la mort qui est installée comme ça. Et donc,
en partant de l'information selon laquelle c'est héréditaire, je pense que les parents ont quand même un rôle très important à jouer, ont une grande responsabilité sur le sujet. Après, c'est une question d'ignorance et de manque d'information collective et de ne pas toujours prendre comme cela se doit les informations qu'on entend. Parce que les informations circulent quand même de part et d'autre, mais on ne fait pas toujours attention à cela. Et donc, ce genre de plateau est également l'occasion d'attirer une fois encore l'attention des uns et des autres sur la question pour qu'on ne pense pas que c'est seulement aux autres que ça peut arriver, mais que ça peut arriver à soi-même. Voilà. Alors, c'est une pathologie découverte depuis plus d'un siècle, quand on lit un peu les documents, les informations que nous avons, docteur Akinosho, mais elle reste toujours méconnue du grand public. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? D'où provient cette maladie et comment se manifeste-t-elle? D'accord. Merci, je vous remercie encore une fois davantage. Je dirais que d'abord la drépanocytose, comme vous l'avez dit, c'est une maladie héréditaire du sang. Elle n'est pas du tout contagieuse. Et c'est la première maladie génétique au monde, quel que soit là où on se trouve sur la planète Terre. C'est seulement que l'Afrique, c'est son champ d'invasion. Et il faut noter aussi que actuellement au Bénin, on sait que sur 50 nouveaux-nés qui naissent, il y a au moins un qui est atteint de la drépanocytose. Alors que nous avons environ 350 000 naissances par an. Au Bénin. Au Bénin. L'autre chose, c'est qu'il faut dire que la maladie, les enfants héritent de cette maladie de leurs parents. Mais dans la majorité des cas, par ignorance, les parents ne le savent pas. De telle manière que quand vous dites à un parent que ton enfant a la drépanocytose, en même temps, c'est l'inquiétude, le désarroi, la tristesse, parce que cette maladie est une maladie très grave, qui est très ruineuse et qui est encore, en tout cas, méconnue. Donc, je vais encore dire un mot, c'est que ce n'est pas un envoûtement, parce que les gens disent que c'est un envoûtement, c'est de la sorcellerie. On est avec la drépanocytose. Nous avons suivi le témoignage de notre... On est avec la drépanocytose, on va mourir avec la drépanocytose. Donc on ne guérit pas. On ne guérit pas de la drépanocytose. Comme on a dit, c'est une maladie génétique. On traîne cette maladie. On traîne cette maladie. La seule chose que nous avons besoin de faire, c'est d'intervenir pour éviter les différents dégâts que cette pathologie peut avoir sur l'individu. C'est vrai que quand j'ai dit tout ça, on dit mais à quoi ces patients sont devenus, en tout cas quel est le sort. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui au Bénin, ce n'est plus une fatalité, la drépanocytose. Parce qu'au moins, pour peu que ces patients soient vite dépistés, soient pris en charge et bénéficient d'une prise en charge adéquate et appropriée. Oui. Je dis directement au CNHU, il y a un centre de drépanocytose que vous n'ignorez pas, un centre de prise en charge. C'est vrai que l'animateur d'un côté a dit, les seuls conseils que nous avons, c'est du professeur Fagala ou bien quelque chose. Il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur la drépanocytose. Celui que je connais plus, c'est le professeur Haïmi, je sais pas, et qui a fait au moins près de 30 ans de travaux de recherche sur ça. Et qui ont peut-être prouvé que si on prend bien en charge, si on les dépiste, la drépanocytose est devenue compatible avec la vie et on peut améliorer. Il y a des gens qui ont 60 ans que je connais qui ont la drépanocytose. On peut vivre jusqu'à 60 ans avec la maladie. Pour peu que cette personne bénéficie d'une prise en charge adéquate et appropriée par les personnes qui se connaissent. Parce qu'il y a encore dans le commun des mortels, c'est que tu as la drépanocytose, tu meurs demain, mais tu meurs après-demain. Oh, c'est pas le cas. Alors, vous avez dit que la maladie, ça touche beaucoup plus les populations africaines, et ceci par ignorance. Alors, Zakiat Latoudi, qu'est-ce qui peut, selon vous, emmener des gens à ignorer l'existence de la maladie? Est-ce pendant, en tout cas, qu'on se fréquente entre amoureux, quand on a un projet de vie ensemble, on doit forcément faire référence à l'hôpital à travers des analyses pour voir si l'un ou l'autre, on est compatible? Oui, c'est important. Et je voudrais faire peut-être un peu référence, même si on a le spécialiste sur le plateau qui pourra mieux nous expliquer ça au propos de Herman tout à l'heure,
qui nous ramenait un peu à nos cours de biologie au secondaire. On a entendu parler de compatibilité entre groupes sanguins, électrophorèse aussi. Et je pense que tout se joue à ce niveau-là. Et moi, la question de Christian m'amène à poser une question à notre invité ce matin. Comment on devient malade de drépanocytose? Bon, je crois que je l'ai dit, que c'est d'abord l'hérédité. Mais il faut savoir aussi qu'on peut avoir la drépanocytose sans être drépanocytaire. Quand on le dit souvent, ça étonne. Parce que vous avez la drépanocytose, comme on a dit tout à l'heure, qu'un nouveau-né qui a la drépanocytose est sain comme tout autre nouveau-né. Oui, mais techniquement, sinon, oui. Scientifiquement, comment cela s'explique, puisqu'on est en train de faire un rapprochement avec le groupe sanguin, l'électrophorèse et tout? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de lien entre l'électrophorèse, l'hémoglobine et le groupe sanguin. C'est deux choses différentes. Mais, quand on dit que c'est l'hérédité, c'est que chacun des parents, quand même, est porteur pour pouvoir en donner. Actuellement, les idées vont à ce que les gens évitent les unions entre personnes porteuses. Bon, nous, on n'est pas encore à ce niveau de réflexion. Parce que quand vous prenez même la drépanocytose, elle a beaucoup d'implications socio-anthropologiques, historiques, culturelles. Et certains auteurs disent même que ça participe au maintien de l'espèce humaine. Ce qui fait qu'il est difficile de dire à quelqu'un de ne pas vous unir. Même plus les gens sont instruits, plus ces personnes acceptent le risque, acceptent de se mettre ensemble pour pouvoir, alors qu'ils sont pratiquement conscients de la probabilité d'avoir un enfant atteint de la drépanocytose. Voilà. Alors, quand vous parlez d'hérédité, est-ce qu'à dire que c'est la combinaison, parce que les parents qui en ont un peu, est-ce que c'est la combinaison du père et de la mère qui donne cela à l'enfant? Oui, c'est le papa. Parce qu'on le dit, c'est un œuf. Il y a le spermatozoïde qui vient accoupler avec l'ovule, et les deux ensemble vont donner l'œuf, le zygote. Chacun doit apporter un S, avant que l'enfant qui naisse ne soit drépanocytaire. Donc, les formes porteurs, souvent, c'est les AS, les AC. Donc, il faut que, forcément, si vous avez la drépanocytose, c'est que chacun des parents est porteur du gène. C'est ça. Donc, il n'y a pas un miracle, il n'y a pas de la sorcellerie. Mais comment on fait pour savoir, par exemple, si les parents n'ont pas fait? Ça, c'est ce qui est courant dans notre communauté. On ne fait pas souvent les examens avant de se mettre ensemble ou avant l'intervention d'une grossesse. Mais une fois que l'enfant est né, quelles sont les dispositions à prendre pour, par exemple, savoir si l'enfant porte la drépanocytose ou non? Bon, les dispositions à prendre, c'est vrai que l'on milite toujours pour que tous les enfants qui naissent soient dépistés. Ouais, c'est que tout enfant qui naît, si l'État peut mettre politique en place pour que tous ces enfants soient dépistés systématiquement à la naissance. Il y a plusieurs tests. Les tests varient en fonction de l'âge où on découvre l'enfant. Souvent, avant 6 mois, les tests sont spécifiques. Après 6 mois, c'est d'autres tests. On parle de IEF, réseau électrofocalisation de l'hémoglobine, avant 6 mois. Et après 6 mois, c'est l'électrophorèse. Mais jusque-là encore, vous voyez, les gens, certains collègues m'ont dit, attendez 1 an avant de faire l'électrophorèse. Attendez 2 ans avant de l'électrophorèse. Parce que, pour le commun, c'est qu'à cet âge, qu'on commence par avoir des signes qu'il faut aller faire le test de dépistage. Or, toute cette maladie a créé beaucoup de dégâts dans l'organisme. Alors, comment techniquement on peut expliquer ce cas que je vais vous énumérer? L'exemple que je vous donnais, puisque moi je l'ai à mon niveau, la sœur en question a 3 enfants. Le premier en souffre, le dernier également. Mais celui qui est au milieu n'a pas le mal. Comment cela techniquement peut se justifier ou scientifiquement? Ce qu'il faut retenir, pour savoir dans ça, en fait, c'est pour chaque grossesse qu'il y a la probabilité. Ce qui fait que vous pouvez avoir 3 enfants qui sont atteints de drépanocytose. Si par exemple, le papa est AS, la maman est AS, si on fait les combinaisons, ça veut dire que sur chaque grossesse, il y a 25% que l'enfant soit atteint de la drépanocytose. Ceci étant, à chaque grossesse, c'est comme on dit tirage avec remise. Ce n'est pas que parce que j'ai eu un enfant atteint de la drépanocytose maintenant que la prochaine grossesse, j'ai la chance de ne pas avoir un enfant atteint de la drépanocytose. Moi, je connais des couples, tous les 5 enfants ont la drépanocytose. C'est qu'on a d'autres couples, c'est les gens qui ont fait 5 filles et en cherchant le garçon,
c'est au 6e garçon maintenant qu'on a eu plus de garçons à la drépanocytose. C'est en ce moment que les parents sont qui à dépendre dans les familles. Ouais, donc ce n'est pas... C'est des choses. C'est pour ça qu'il est souvent, puisque aucun médecin ne peut vous dire que ce couple de drépanocytose aura d'enfants atteints de la drépanocytose. Mais alors, face à une situation comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'improbabilités, ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Quelle est la conduite alors à tenir? Oui, la conduite à tenir dans ce contexte, c'est de mettre en place un conseil génétique. C'est-à-dire, vous voyez que autant que nous sommes, on entend que parler de la drépanocytose aussi quand on l'a vécu ou bien on a vu quelqu'un. Même dans l'éducation, dans notre culture là, on n'en parle pas. Aujourd'hui, tout enfant maintenant connaît la Covid, connaît le VIH, SIDA, personne ne connaît la drépanocytose. Pas mis dans. Donc, on a quelques informations. Même le bilan prénuptial, combien de personnes le font? Bon. Et encore, le bilan prénuptial, souvent les gens font ça à l'église, dans les confessions religieuses. Il n'y a pas de raison, mais là, on vous met, parce qu'on fait des campagnes, on va donner 500 francs, donner 1000 francs, on va faire des trous forêts, coupage sanguin et partir tout ensemble. Alors qu'en réalité, ce sont des faux résultats. On prend des gens qu'on a trouvé AA, mais à la longue, ce sont des enfants atteints de la drépanocytose. Il faut attaquer qui? Personne. Donc, le principe, c'est que si un couple est conscient, nous sommes porteurs de drépanocytose, nous voulons avoir des enfants, c'est de se référer aux spécialistes pour mettre en place un conseil génétique. Et ces conseils génétiques, ce n'est pas pour interrompre une grossesse ou pas, mais pour donner toutes les informations au couple en question afin de faire le bon choix. Parce que si vous êtes préparé, vous préparez à la chose, la façon de l'aborder est totalement différente par rapport où vous découvrez ça par surprise, tout ça. Ouais, donc c'est ce qu'on peut faire, parce qu'on fait une demande de diagnostic anténatal. Actuellement, plusieurs fois ça a été fait au Bénin, mais on a remarqué que notre sociologie n'accepte pas l'interruption volontaire de la grossesse. Il y a même des cas, des gens à qui on a trouvé SS, et à la naissance, l'enfant est AS. Parce qu'au moment où on veut prélever le sang de la mère, on peut prélever tout ça. Il y a. Donc, quel est notre rôle maintenant? C'est de chercher à dépister tôt, dès les premiers jours de vie, et qu'il y ait des spécialistes pour ça qui s'en occupent. Alors, Christian. Oui, Zakiat. On va écouter, Herman, le dépistage tôt. Vous savez que nous sommes dans une sociologie où certains de nos compatriotes, de nos concitoyens ne perçoivent pas tout de suite les conséquences de l'acte qu'ils sont en train de poser. Vous avez dit dans vos propos liminaires que c'est une maladie ruineuse. Alors, la sensibilisation à côté, le dépistage par la suite, quel est le mécanisme que vous pensez qu'on pourrait mettre en place au niveau du système sanitaire béninois pour Herman Aliambossou véritablement emmener nos concitoyens à comprendre que le mal existe et que la conséquence ou les conséquences par la suite lorsqu'on le contracte sont énormes? Non, à écouter ce matin, docteur Akinocho, on est un peu à la fois surpris par ces révélations, de savoir qu'il y a des parents, par exemple, qui justement ne peuvent ne pas être porteurs, alors que la science a révélé qu'ils sont de tels signes et tout, et voir qu'à la fin, l'enfant peut naître tout de suite et qu'on ne dépiste pas chez l'enfant la maladie, que ce soit après 6 mois ou après un tel nombre de temps qu'on dépiste la maladie. J'ai envie qu'il nous dise ce matin clairement s'il y a des parents qui sont prédisposés à de telles maladies, quoi. C'est-à-dire que là où je suis, par exemple, c'est comme si je suis ici, je ne sais pas si je suis porteur de la maladie, et c'est peut-être après un enfant qui naît qu'on constate chez l'enfant que l'enfant a la maladie. On a envie qu'ils nous disent tout ça, et pour qu'ils nous disent également comment il se fait que l'Afrique est devenue le terrain d'invasion de la maladie, docteur Akinocho. Oui. Pour savoir, parce que non, si vous ne pouvez pas avoir un enfant atteint de la dépendance si vous n'êtes pas porteur, ça, il faut qu'on clarifie ça. Donc, pour savoir si vous êtes porteur, c'est faire votre test d'électrophorèse. D'accord. Électrophorèse. Comme d'hémoglobine. D'accord. Du sang. Donc, où le phénotype normal, c'est que c'est AA. Si vous êtes AA, il n'y a pas de souci. Si vous êtes AS ou ASC, c'est que vous êtes des porteurs sains. Donc, comme on dit, il ne faut pas ça. Vous ne pouvez pas trouver un conjoint ayant AS. En complément à la question de Herman Aliambossou, est-ce que les deux parents doivent être porteurs avant que l'enfant ne puisse, je dirais, sortir porteur lui aussi, ou bien un seul membre des parents suffit déjà pour que l'enfant vienne au monde avec la maladie? Il faut que les deux parents soient porteurs du trait. Très bien. Donc, soit c'est AS,
soit c'est AS ou AC, ou soit un parent est atteint de la drépanocytose et trouve un conjoint ou une conjointe porteuse de choix. Donc, ce n'est pas possible, en tout cas, à l'état actuel des connaissances, ce n'est pas possible que l'enfant naisse atteint de la drépanocytose alors que ses géniteurs n'ont pas le gène, en tout cas, la mutation à leur niveau. Alors, quelles sont les catégories, n'est-ce pas, de maladies, sinon de drépanocytose que nous avons? Parce qu'on note qu'au-delà de tout ce que vous avez cité, qu'il y a que certains sont un peu comme un premier, second, troisième degré, etc. Quelles sont les différentes catégories que nous avons? Non. Par rapport aux catégories, nous avons essentiellement deux formes majeures. C'est la forme SC, c'est la forme SC. Et tout dépendra alors de la prise en charge pour que la personne n'arrive pas à la phase drépanocytaire. Et je vais revenir sur les manifestations. Je crois que la drépanocytose n'a pas de manifestation précise. En réalité, vous pouvez avoir une personne pour dire que vous avez la drépanocytose. Les signes que nous avons, c'est des signes de complications. Au moment où les douleurs interviennent, c'est déjà une complication. Et la première complication, c'est les douleurs. C'est une douleur qui est inopinée, qui angoisse tout le monde. Ça afflige le patient et ça peut survenir à tout moment. Le patient, son entourage. Et c'est ça, au fait, qui est l'angoisse générale que tout le monde connaît. Et la douleur peut se manifester à n'importe quel endroit. Ça peut au niveau de la tête, ça peut au niveau du ventre, ça peut au niveau du pied, ça peut au niveau de l'oreille, ça peut au niveau des yeux. C'est doit il seulement qu'il y a un blocus au niveau de la circulation à un espace, un endroit donné du corps où les cellules commencent à souffrir et vous avez des manifestations. La deuxième manifestation, c'est des infections répétées. Ces infections, ils ont un système immunitaire très fragile. Ce qui veut dire que chez les drépanocytaires, il n'y a pas d'infection banale. Dès qu'il y a une petite infection, il faut en prendre ça comme une infection grave. Et avec notre contexte actuel, le paludisme, c'est la pathologie préoccupante. Il y a l'animateur d'Afrique qui a dit pourquoi c'est l'Afrique. Les études ont montré que c'est l'adaptation au fait de l'hémoglobine au paludisme qui a créé des mutations. Pour la capacité de l'organisme africain à s'adapter au méthode du paludisme. Puis les mutations sont des. Il y a les S, les A, les C, les D, il y a plusieurs types. Et maintenant, ces personnes ont migré pour aller ailleurs. Ça avec la dépendance, on peut tracer l'espèce humaine. C'est ce que les études disent. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, c'est partout. Donc, les gens ont migré, c'est aller ailleurs. Et en fonction de dans le milieu où la personne vit, vous voyez, quand vous prenez deux personnes dont les parents sont pourvus, ils respectent bien les consignes. L'autre, les parents ne sont pas pourvus, ils respectent bien les consignes. L'évolution de la dépense ne sera pas la même. Forcé. Vous voyez? Alors, ma question, c'est surtout de comprendre, parce que parfois, on observe qu'une personne drépanocytaire, comme vous la regardez, vous savez tout de suite qu'elle est drépanocytaire, peut-être à cause de sa morphologie, parce que pendant longtemps, la plupart des personnes, surtout souffrant des formes graves, sont maigres de poids. Mais aujourd'hui, on rencontre des personnes qui ont de l'embonpoint et on dit qu'ils c'est la prise en charge. C'est la prise en charge. Parce que pendant longtemps, on n'a pas compris que la façon de drépanocytaire augmente les besoins caloriques du patient au moins 10 fois. Donc, si quelqu'un qui a la drépanocytose mange matin, midi, soir, il n'aura pas de besoins caloriques suffisants pour combler cet apport. Donc, c'est quelqu'un qui doit manger toutes les 2 heures, même dans la nuit, doit se réveiller. Parce que quelqu'un qui finit de manger à 20h, se réveille à 8h, 7h, ça fait environ 10 heures de jeûne pour quelqu'un qui a besoin. Donc, les études ont évolué, on a compris ça. Donc, il faut donner un peu plus d'apport nutritionnel à ces personnes. Vous allez avoir dépensé maintenant, vous ne saurez même pas si vous avez la drépanocytose. Mais il y a des interdits alimentaires aussi. Sinon, il y a un régime alimentaire adapté à respecter. Non, il n'y a pas d'interdit, sauf des interdits de chaque famille. Il n'y a pas d'interdit lié à la drépanocytose. Ce qu'on demande, c'est qu'on voit les besoins, les habitudes culinaires de chaque famille. On essaie de leur concocter un régime riche et qui peut supporter sur le temps. Ce n'est pas que il ne faut pas prendre ça, il faut prendre ça. Oui, sur la question de cette pathologie, la drépanocytose, c'est vrai que la loi a prévu des âmes prénuptiaux, de sorte que quand, par exemple, vous allez vers un mariage civil, l'officier qui célèbre le mariage a besoin de ces éléments pour être sûr que vous n'allez pas vers une union qui va vous créer des problèmes après. Mais ce qu'il faut également noter d'après les déclarations de notre invité, c'est que il peut arriver que, parce qu'emporté par l'amour, qu'on puisse, c'est pas soi-même
même demander, c'est pas au médecin qui fait le truc de dire bon, nous ne sommes pas assez, nous ne sommes pas aise et donc nous sommes prêts pour nous marier. Je pense que dans ce cas, c'est quelque chose à devenir par la suite parce que justement, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même parce que vous avez un temps fou de l'amour, favorisé que ça puisse arriver. Il y a eu récemment une loi qui a été votée par le Parlement, la loi qui porte protection de la santé. On a espéré que les députés puissent mettre ça dedans parce que justement, au Bénin et en Afrique en général, c'est que généralement, beaucoup de couples se mettent ensemble, font des enfants sans même aller vers un mariage civil pour qu'on puisse faire ces examens-là. Il y en a parce qu'on s'aime, on s'amourage, on fait beaucoup de choses. Les enfants naissent d'abord et c'est même peut-être quand la femme est enceinte, des fois, qu'on va vers le mariage et tout et tout. Je pense que, et si ce matin, on a besoin que le docteur Akinosho nous dise concrètement quelle est la conduite véritable à tenir. Un processus, vous amourachez, est-ce qu'il faut dès le départ commencer par aller vers ces examens-là? Est-ce qu'il faut aller vers le médecin? Est-ce qu'il faut aller vers... Qu'est-ce qu'il faut-il faire, docteur Akinosho? Ce qu'il faut faire, tout ça, je dois répondre avec personne. J'avais dit, en gros, la loi, je pense que la loi vraiment n'interdit pas l'union. Non, mais la loi prévoit des examens à faire avant d'aller vers cette union pour qu'après, on ne puisse pas avoir des enfants qui sont tous malades dans le pays. Actuellement, un enfant qui est atteint de la dépendance n'a pas d'urgence, ne peut pas mourir dans les heures qui suivent. On a le temps de le prendre en charge et de modifier le processus de son évolution. On peut modifier. Oui. On peut le modifier parce qu'on en connaît qui sont nés, on a été à 1 mois de vie, qui ont 40 ans maintenant, qui sont dans... Ça, c'est parce que la prise en charge a été très précoce. C'est ça, donc, le problème actuel, c'est de l'éducation. En tout cas, l'éducation. Faire le bilan. Aucun officier qui célèbre le mariage d'état civil ne peut pas interdire ce mariage. Il ne peut pas interdire un mariage parce que vous êtes porteur. Parce que lui-même ne peut pas dire que le couple avoir un enfant dans la dépensitose. Vous pouvez être porteur, d'après vos explications, vous pouvez être porteur et avoir un enfant sain. Et n'avoir pas que des enfants sains. Ouais. Donc, l'autre chose aussi, l'autre qu'on ne voit pas dans la dépensitose, c'est qu'il y a une usure prématurée de votre organe. Une usure prématurée. Tous les organes. Bon. C'est ça qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit plus, c'est la douleur, l'anémie, les infections. Donc, lorsque la personne n'est pas suivie, à cause de troubles de la circulation, tous les organes, en tout cas, s'usent précocement. Donc, il peut y avoir un enfant qui fait un AVC à 6 mois, à 5 ans, l'autre qui fait une infarctus du myocarde, quelqu'un qui a une nécrose de la tête noire, ou bien une insuffisance rénale, tout ça. Donc, notre rôle, comme je le dis, c'est de prendre en charge, comme on le dit souvent, faire l'élevage de ces enfants. Dépister tôt et faire l'élevage de ces enfants. Et aujourd'hui, je pense que ce sera la dernière question. Peut-être pour résumer un peu, qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour une prise en charge correcte. Et donc, même un enfant qui naît, dépisté tôt, peut être suivi et grandir, avoir les mêmes chances de vie et de réussite comme tout enfant. Oui, il y a le centre de prise en charge qui s'est attelé à ça pendant près de 30 ans, sous la direction du professeur Haïmé. Et actuellement, dans 2019, l'OMS a reconnu que le Bénin est le champion dans la prise en charge de la drépanocytose. L'OMS a écrit, c'est une bonne nouvelle. Reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. Et le professeur Haïmé a été invité pour faire part de l'expérience du Bénin dans la matière. L'étape actuelle, ce qui reste, c'est que souvent, comme il est parfois incompris, c'est que la drépanocytose, ce n'est pas un problème d'un hématologue, ce n'est pas un problème d'un pédiatre, ce n'est pas un problème d'un gynécologue. Il faut avoir des gens spécialistes qui coordonnent tout ça et qui savent de quoi ils parlent et suivent les enfants jusqu'à l'âge adulte. Donc, le Bénin maintenant forme des gens, moi je suis l'un des spécialistes de la deuxième promotion, la première promotion, deuxième année de master de drépanocytose. Donc, on invite, en tout cas, que le gouvernement accompagne. Et qu'il y ait plus, parce que même si vous dépistez, il n'y a pas de personnes qualifiées, il n'y a pas de gens là pour s'occuper d'eux. Il doit passer de médecin en médecin, tout ça. Même dans notre formation de pédiatre, on n'a pas un cours sur la drépanocytose. C'est ça. Formation médicale, médecin qui sort aujourd'hui, on me dit qu'il a un cours dans le curriculum.
À part les expériences qu'on fait sur le terrain, on fait des choses là, c'est fini. C'est plutôt Le surprenant quand on sait d'avoir que... des Merci spécialistes, des médecins C'est spécialisés. plutôt surprenant quand on sait que la l'Afrique prise en est un charge. champ d'évasion de la maladie en temps normal. Pour ma part, je pense que toute formation de médecin doit pouvoir prendre en compte ce truc-là aussi. C'est votre invité ce matin, Erwan Parfait Niamboussou. Merci beaucoup. Surtout que Merci le à mal à vous. l'origine Oui. est resté sans traitement efficace. Oui. Ça peut être- Merci, docteur Moufid Akinosho, médecin pédiatre. Merci de votre contribution aux échanges de ce matin. Zakat Latoundi, merci beaucoup pour les efforts faits. Et merci à vous, Wahab Alipara. Herman Niamboussou, vous restez avec nous. On va recevoir